Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent la kala, la mariée, juste avant et après le mariage. Alors tout d'abord, on rappelle qu'il est impératif pour toute personne qui va se marier d'étudier, de bien étudier toutes les lois qui concernent la pureté familiale et les relations conjugales. La série de cours que nous allons clôturer aujourd'hui, Bezrat Hashem, ne prétend pas remplacer cette étude parce qu'il y a certaines choses qui demandent à être développées ou d'autres qui n'ont pas été abordées à cause du contenu trop sensible ou intime, et bien sûr nous sommes sur Internet. Le but a été de synthétiser le sujet pour y voir plus clair et apporter parfois des halachot ou des astuces qui ne sont pas connues de tous, ou tout simplement pour faire une révision rapide et concise du sujet. Pour rappel, la série comprend 12 cours d'une moyenne de 10 minutes. Alors, pour revenir au sujet, toute cette série de cours que nous avons donnés sur la pureté familiale concerne l'homme et son épouse durant toute leur vie, ou en tout cas une grande partie. Mais il y a certaines lois qui sont spécifiques à la période du mariage, juste avant et juste après, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Bien sûr, le soir du mariage est le grand moment où les mariés vont pouvoir être ensemble et enfin accomplir la mitzvah. Et donc pour ça, il faut que la kala se soit trempée préalablement au mikvé avant le mariage. Et pour se tremper au mikvé, elle a dû passer par tout le processus de purification, c'est-à-dire attendre qu'elle n'ait plus d'écoulement de sang, qu'elle fasse son hefsek tahara et compter ses shiva nekiyim, 7 jours de propreté, et ensuite elle pourra se tremper au mikvé. Je vous renvoie pour cela au premier cours de la série. Je précise, entre parenthèses, qu'une kala vierge devra particulièrement faire attention lors de ses vérifications et ne pas forcer de peur de porter atteinte à l'hymen. Bon, bien évidemment, sans ce processus, toutes les kalotes sont considérées comme nida et ne pourront pas accomplir la mitzvah le soir de leur mariage. Mais il faut savoir que même une femme qui n'est pas nida devra impérativement passer par ce processus. Je m'explique. Les chachamim ont craint que l'émotion ressentie par une femme qui a été demandée en mariage peut causer une éventuelle perte de sang sans qu'elle s'en aperçoive. Ils ont donc obligé toutes les calottes à entamer le processus de vérification et purification, même si elles n'ont rien constaté, elles n'ont vu aucun sang, ou même si elles n'ont rien ressenti. C'est pour cela que même une femme qui n'est pas nida, comme par exemple une femme ménopausée qui avait été au mikvé lors de ses dernières règles, qui est maintenant veuve ou divorcée, et qui se remarie maintenant, eh bien elle doit passer par ce processus, hefsek tahara, shiva nekiyim et mikvé. Alors, en parlant de mikvé, quand une kala doit-elle se tremper ? Eh bien, le mieux est de rapprocher le plus possible l'immersion à la choupa, en général la veille ou l'avant-veille du mariage. Mais des fois, si ça n'arrange pas la famille, il est possible de l'avancer encore un peu. Mais il faut savoir que si la kala ne s'est pas trempée la veille du mariage et a avancé le mikvé, d'après les Ashkenazim, elle devra effectuer une bdika, une vérification, chaque jour jusqu'au mariage, parce qu'on a peur qu'à cause de l'émotion, elle risque d'avoir un écoulement. Et tel est l'avis d'ailleurs de notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef, même pour les Sfaradim. Cependant, une grande partie des décisionnaires ne comprennent pas le Shulchan Aruch comme Rav Ovadia et pensent qu'il n'y a pas besoin d'effectuer de bdika, même si le mikvé a été avancé de plusieurs jours. Quoi qu'il en soit, si vous vous trouvez dans ce cas de figure, je vous conseille d'appeler un rav compétent en la matière, surtout lorsque la kala prend une pilule avant le mariage. Également, si après s'être trempé, le mariage a été repoussé, il faudra aussi appeler un rav compétent pour savoir si oui ou non la kala doit repasser par le processus de purification. Donc voilà pour ce qui est d'avant le mariage. Maintenant, on arrive au soir du mariage. Alors, bien sûr, après la fête, il y a le moment de la mitzvah. Il est impératif, je le répète, d'apprendre ces lois avec un formateur compétent pour le khatan et une formatrice compétente pour la kala pour bien connaître les détails de cette soirée. Bien sûr, ici, je ne peux pas, pour ma part, en parler, on est sur Internet. Mais par contre, on va parler de ce qui se passe au niveau halachique après cet épisode. Il faut savoir que si la kala était vierge, elle devient, juste après la relation, interdite à son mari, exactement comme si elle était nida. Et ce, même s'ils n'ont pas constaté même une seule goutte de sang après la relation.
La seule restriction qui fera office d'exception dans ce cas, c'est que le khatan aura le droit de dormir dans le lit de sa femme si celle-ci ne s'y trouve pas, chose qui est interdite en général pour un couple normal en période de nida. Je vous renvoie pour soi au cours numéro 7. Bon, bien évidemment, si entre-temps la kala a eu ses règles, elle est complètement nida et le khatan ne pourra même pas s'asseoir sur son lit. Maintenant, lorsque la kala aura été au mikvé, elle pourra de nouveau être permise à son mari, et là, si elle n'a pas constaté de sang, elle sera tranquille. Par contre, tant qu'elle voit du sang après le rapport, elle redevient interdite et doit à chaque fois repasser par le processus de purification jusqu'au mikvé, et ça peut durer plusieurs fois parce qu'il est fréquent que l'hymen n'a pas été complètement enlevé la première, voire même la deuxième fois. Quoi qu'il en soit, vu qu'il y a beaucoup de détails et de cas à ce sujet, et comme je l'ai dit, je ne peux pas en parler ici, soyez toujours en contact avec un rave compétent en la matière. Pour résumer, nous avons dit qu'une kala vierge devient interdite au khatan après la première relation, même si elle n'a pas vu de sang, ou après la deuxième, voire troisième relation, s'il reste de l'hymen, donc si elle a vu du sang. Maintenant, le processus de purification, il est le même que pour une femme nida classique, à deux exceptions près. D'après tous les avis, elle n'aura pas besoin d'attendre plus de 4 jours pour pouvoir faire son hefsek tahara, même pour les ashkenazim et certains sfaradim qui ont l'habitude d'attendre en général 5 jours ou plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle n'aura pas besoin d'insérer un mort d'achouk après son hefsek. Voilà pour ce qui est d'après et avant le mariage pour un cas classique. Alors, maintenant, on va parler d'un point important. Bien évidemment, les jeunes filles qui vont se marier prennent, spécialement aujourd'hui, toutes leurs dispositions pour que le mariage ne tombe pas en période de règles. Et aujourd'hui, elles se régulent toutes avec une pilule pour pas que ça arrive. Mais il y a parfois des accidents. Et la kala se retrouve sous la choupa en étant nida. Cette situation engendre plusieurs lois particulières à connaître. Alors, avant tout, il faut savoir que le mieux est de repousser le mariage dans ce cas-là. Parce que d'après certains décisionnaires, il n'est pas possible de passer sous la choupa dans ces conditions. Bien sûr, de nos jours, c'est très difficile, après qu'on ait tout fermé, la salle, l'orchestre, les invitations, etc. Mais dans certains cas, comme par exemple un remariage ou autre chose, une autre cérémonie qui se fait en petit comité, il sera vraiment préférable de le repousser. Mais dans le cas où on n'a pas le choix, il faut avant tout prévenir le khatan. Parce que, entre autres, ce dernier devra faire attention au maximum de ne pas la toucher lorsqu'il lui passera la bague. Également, bien qu'en général un homme n'ait pas le droit de toucher, ni de transmettre un objet de main en main à sa femme qui est nida, là, sous la choupa, aux yeux de tous, il pourra lui baisser le voile et lui donner sa ketouba. Tel est l'avis de notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef. Par contre, il sera interdit au khatan de faire boire le verre de vin à sa kala après les sheva brachot sous la choupa. Voilà pour la choupa. Ensuite, le soir. Alors bien sûr, il n'y aura pas de relation, pas de mitzvah, elle est nida. Mais il est important de savoir qu'en plus de ça, ils ne pourront pas s'isoler ensemble tant que la kala ne s'est pas trempée au mikvé après avoir passé le processus de purification. Et pendant toute cette période, ils auront besoin d'une garde. Comme le dit la Gemara et un citranche de Shulchan Aruch, ou Yoshen ben Anashim, ve'yeshena ben Hanashim. C'est-à-dire que lui doit dormir parmi les hommes et elle parmi les femmes. Je sais que ça peut sembler un peu exagéré pour certains, mais la Torah et les Chachamim connaissent par cœur le fonctionnement de l'homme et la ardeur qu'a le Khatan pour sa kala qu'il a tant attendu. Alors, comment ils devront procéder ? Eh bien, s'ils ne dorment pas dans la même maison, jusqu'à ce que la kala se trempe au mikvé, ils n'ont pas besoin de garde spéciale. Mais s'ils dorment sous le même toit, ils ont besoin de 2 gardes chacun. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 femmes qui dorment avec la kala et 2 hommes avec le khatan. Si ça s'avère compliqué, il y a d'autres solutions. Prenez alors contact avec un rav compétent. En journée, la vie de Rav Ovadia Yosef est qu'il n'y a pas besoin de gardiens, mais ils devront faire attention au maximum de ne pas se retrouver seuls, isolés. Pour les Ashkenazim, que ce soit le jour ou la nuit, il suffit qu'un petit garçon d'au moins 9 ans
soit avec le khatan, et qu'une petite fille d'au moins 6 ans soit avec la kala. Voilà ce qui est des lois, ce qui en est pour les lois du mariage. Baruch Hashem, on clôture aujourd'hui cette série de cours qui, j'en suis sûr, pourront aider beaucoup de monde, et nous comptons sur vous pour les diffuser au maximum et propager ainsi la pureté dans le Ham Israël. À très bientôt.